Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. C'étaient les sombres jours du juin 68. La réaction l'emportait. Les drapeaux rouges inexorablement disparaissaient des toits, les usines les unes après les autres reprenaient le travail. Vous aviez l'âge où on a trop d'imagination, et surtout pas assez de culture pour lui donner une forme plausible. Vous vous voyez volontiers en résistant, ou aussi bien en Marie-Louise, ces jeunes conscrits de 1814 qui pensaient sans doute défendre les ruines de la Révolution contre l'armée lugubre des rois. Vous vous étiez battu avec la police autour de l'usine Renault, à Flins. La campagne, le soleil éclatant sur les casques ennemis au fond des champs sur lesquels les nuages jetaient des ombres bleues, les volutes de fumée que le vent déchirait aux branches des arbres, le contraste entre les détonations, le bourdonnement des hélicos dans le ciel et la reptation minuscule, le long d'une tige de seigle hirsute, d'un insecte aux élytres émeraudes, donnait à ces escarmouches l'apparence d'une vraie guerre. Ce qui t'exaltait aussi, penses-tu à présent, c'est apostrophe, était la certitude inavouée de combattre pour une cause déjà perdue. Olivier Rollin, Tigre en papier. L'étude de la saison des mouvements contestataires, en l'Italie, dans les années 1970, exige de l'historien qu'il affronte la question de la violence politique. Un long sillage de sang traverse cette période où l'on décompte plus de 300 morts et des milliers de blessés et d'attentats. Une suite incessante d'explosions de bombes, de massacres, de fusillades et d'enlèvements. Une présence lugubre et inéluctable firent de cette décennie péninsulaire un cas unique, peu comparable à ce qui arriva dans les autres pays occidentaux. Aux effets réels et concrets de ces pratiques violentes sur l'évolution du pays s'ajoute l'impact affectif que ces événements ont laissé dans l'imaginaire et la mémoire collectif, résumé dans des formules aussi suggestives que répandues telles que « les années de plomb » ou « la nuit de la République ». Se mesurer à la question de la violence politique, interroger ses causes, essayer de décrire ses différentes modalités et leur succession dans le temps, tenter de cerner la singularité des événements italiens, n'implique pas de réduire la saison des contestations à un problème d'ordre public ou au triste dénombrement des victimes. Les historiens ou sociologues, journalistes ou témoins de l'époque qui se borneraient à cet aspect passeraient à côté de l'essentiel. Le jugement de valeur sur cette longue décennie de conflits est certes légitime, mais cela ne saurait reposer sur l'unique liste funèbre des attentats et des assassinats, sauf à sous-entendre que le sang et le deuil sont les seuls, inéluctables issues de toute action de révolte contre l'ordre établi. Ce qui correspond à un véritable choix politique. Ce parti pris dans la narration des années 1970, qui sont loin d'avoir bonne réputation, est pourtant encore très courant. Peu de travaux mettent en lumière le rôle des mouvements sociaux qui ont contribué à l'une des phases de réformes législatives les plus étendues et marquantes de l'Italie républicaine. Ainsi est-ce pendant ces années que furent introduits le statut des travailleurs, le divorce, le service national de santé, la réforme psychiatrique, le nouveau droit de la famille, la majorité et le droit de vote à 18 ans, le droit à l'avortement. Divers mouvements, tout particulièrement celui des féministes, ont été les acteurs majeurs de conflits sociaux et politiques, partie prenante d'une évolution radicale de l'Italie dans le sens de la démocratie inclusive. Rappelons qu'à la fin des années 1960, la démocratie s'arrêtait aux portes de l'usine. À l'intérieur, les ouvriers étaient espionnés, les délégués syndicaux confinés dans les ateliers les plus nocifs pour la santé ou loin des lieux de production, quand ils n'étaient pas les premiers sur la liste des licenciés. Quant aux femmes, elles avaient encore moins de droits, dans l'intimité des familles comme dans les sphères publiques du travail et de la politique. Des ouvriers, des femmes, des jeunes ont été, dans tous les pays occidentaux et pendant toute la décennie, le fer de lance d'innombrables mouvements revendicatifs et leurs demandes ont été partiellement négociées, intégrées, satisfaites. Des luttes très dures ont été nécessaires, violentes dans certains cas, mais au final, la médiation a prévalu et de nouveaux droits légitimés. Ces conquêtes ont entraîné une énorme vague de redistribution de la richesse dans le monde occidental. Les années 1970 ont été les dernières où les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres ont été réduits. Sans doute est-ce le véritable péché mortel de la décennie. Depuis, les inégalités n'ont pas arrêté de se creuser. Il est indéniable que le terrorisme, la violence, la crise économique caractérisent ces années.
Cependant, ce qui indigne le plus les faiseurs d'opinion, les maîtres de la mémoire, ceux qui de la télévision, des journaux et des revues pontifient sur le présent et le passé, c'est bien en premier lieu cette faute, l'assaut du ciel par les classes subalternes. Il en a résulté une croissance de plus de 40% des salaires réels italiens entre 1970 et 1976, ainsi que l'affirmation de l'idée qu'à travail égal, le salaire, à commencer par celui des femmes, devait être égal. Les deux conventions collectives nationales des métallurgistes conclues en 1969 et 1973, fruits de luttes acharnées, avec ou sans les syndicats, ont permis d'arracher des acquis substantiels. Cela même que remettent en cause aujourd'hui les théoriciens du nouveau réformisme, adeptes d'une novlangue dans laquelle la guerre et la paix, le travail intérimaire, la flexibilité et la régression sociale le progrès. Cette mise en garde liminaire nous semble d'autant plus indispensable que ce livre est consacré à la violence politique et à ses issues dramatiques. Il s'agira, au cours des pages suivantes, de s'interroger sur les formes et les objectifs de la violence, les acteurs sociaux qui l'ont pratiquée et sur le caractère exceptionnel des événements italiens dans le monde occidental. Ce choix est motivé par la profonde insatisfaction que m'inspire la floraison d'ouvrages publiés sur les thèmes de la violence politique. La plupart échouent, me semble-t-il, à mettre en relation les différentes pièces du puzzle pour proposer une vision d'ensemble. Ils usent la violence politique comme une catégorie apte à éclairer la décennie entière, ou revêtent l'aspect d'enquête extrêmement détaillée, focalisée sur des événements souvent dramatiques, à travers lesquels le particulier est censé expliquer le général, démarche qui rencontre très vite ses limites. Ainsi, si l'on voulait conseiller des lectures à des jeunes désireux d'aborder le thème de la violence ou des terrorismes qui ont marqué l'Italie, nous serions contraints de nous replier sur des publications de journalistes, plus ou moins réussies, faute de travaux d'historiens satisfaisants. Plus précisément, dans les travaux récents sur ces thématiques, il me semble percevoir une grande différence entre les nombreuses interventions publiées dans des actes de colloques et des articles de revue d'une part, et d'autre part, les ouvrages qui s'essayent à une synthèse générale. Les recherches partielles, même fragmentées et inégales, suggèrent ou offrent des clés d'interprétation et des pistes de recherche ouvrant la voie à une lecture renouvelée de ces événements, en ce qu'elles sont exemptes à la fois des a priori inhérents à l'expérience directe, souvent douloureuse, et des approches excessivement idéologiques liées aux querelles historico-politiques désormais très largement incompréhensibles pour les moins de 40 ans. Paradoxalement, les ouvrages de synthèse n'offrent pas une vision globale des événements en mesure d'interroger les continuités et les ruptures entre pratiques politiques, comportements et théories, d'établir des comparaisons propres à éclairer la singularité italienne. Sans aucune prétention à l'exhaustivité, eu égard à l'immense bibliographie existante, je voudrais m'arrêter sur les clés d'explication récurrentes dans les ouvrages de synthèse consacrés aux années 1970 et à la violence politique. La première reprend des analyses déjà apparues à Shaw, qui appréhendent le terrorisme de gauche en Italie à travers la notion de violence politique érigée en schéma explicatif privilégié des années de plomb. Dans cette perspective, la lutte armée et le terrorisme relèveraient d'une sorte d'escalade dans la continuité de théories et de pratiques nées dans les années 1960. Cette thèse me paraît douteuse. En quoi les théories et les pratiques de violence politique, supposées avoir servi de base à la dérive terroriste, seraient-elles celles des années 1960, et non pas, par exemple, celles de l'après-Deuxième Guerre mondiale, ou de l'ensemble des théories révolutionnaires des siècles précédents, avant même la naissance de la pensée marxiste ? On saisit mal, par ailleurs, pour quelles raisons ces théories révolutionnaires auraient débouché sur le terrorisme en Italie et pas ailleurs. Lisait-on seulement dans la péninsule les Fanon, les Guevara, les Malcolm X, les Camillo Torres, les textes du Black Power et les autres auteurs de la théologie de la libération ? Angelo Ventrone, dans son livre Vogliamo tutto, reprend de la façon la plus nette cette théorie de la continuité selon laquelle la cause des années de plomb doit être recherchée dans l'idée de révolution et de renversement violent de l'ordre établi, dominante auprès de toute une génération en quête de renouveau. L'objectif de ce livre est justement ceci. Tenter d'expliquer pourquoi autant de jeunes appartenant à des groupes de la gauche révolutionnaire ont cru pouvoir changer le monde. Comment voulaient-ils le changer et pour quelles raisons ? À quel moment et pourquoi ont-ils commencé à penser que la violence était l'instrument nécessaire à la réalisation de ce rêve ?
En d'autres termes, pourquoi ont-ils cru à la Révolution en tenant pour acquis qu'elle était le passage obligé pour accéder à une vie digne d'être vécue, à une vie authentique? La thèse selon laquelle le péché originel réside dans l'idée même de révolution n'est pas nouvelle. Déjà pendant la période de ces événements et dans des analyses successives des années 1980, Richard Drake avait trouvé une des causes du terrorisme dans le caractère national des Italiens qui serait marqué par la présence de traditions révolutionnaires extraordinairement fortes. N'est-il pas surprenant que ces traditions révolutionnaires puissent être signalées en Italie, et non pas en France ou dans d'autres pays où des révolutions ont eu effectivement lieu? De même, est-il incompréhensible que l'idée universelle de révolution puisse être considérée responsable de la dérive terroriste dans un seul pays et dans une seule période historique? De ce point de vue, la position idéologique, clairement anticommuniste, de Richard Drake qui considère que toute hypothèse de transformation révolutionnaire est le point de départ d'une dérive sanguinaire et terroriste dans n'importe quel pays et à n'importe quelle période historique, a au moins le mérite de la cohérence. Angelo Ventrone appuie son interprétation sur une longue série de citations tirées d'interventions publiques, revues, journaux et tracts. Suivant une méthode plus judiciaire qu'historique, il cite des textes incendiaires et se demande ensuite. Nous pouvons dès à présent nous poser une question, incontournable aussi pour la suite, et essayer de trouver une réponse possible. À quel point les mots que nous venons de lire ont-ils contribué à la radicalisation de l'affrontement? Il est clair qu'entre la légitimation idéologique de la violence et son accomplissement, il y a un écart. Toutefois, les liens entre la théorie et la pratique ne peuvent pas être complètement exclus. Bien avant l'explosion de la lutte armée de gauche, le langage des groupes de l'extrême gauche et au-delà était empreint de violence. Le discours sur cette dernière renvoie à un arrière-plan culturel issu du marxisme, ainsi que de la nouvelle théorie révolutionnaire qui s'affirme dans les différents mouvements sociaux qui secouent le monde entier dès la fin des années 1960. Celle-ci mêle des catégories et références chères au marxisme classique et à d'autres inspirées du radicalisme chrétien, de l'existentialisme, du tiers-mondisme et de ses luttes violentes pour la libération. Ce n'est pas un hasard si Marco Scavino ouvre son essai sur la violence politique et la lutte armée des années 1970, par une longue citation du communiste Giorgio Amendola de 1967. Le ton et les mots employés illustrent parfaitement l'utilisation répandue des concepts de force et de violence. Il ne faudrait pas que les jeunes qui cherchent leur voie et qui parlent avec beaucoup de facilité, comme on parle aujourd'hui, de guérilla et de relations entre lutte armée et lutte de masse oublient ce qu'a été notre parti, qu'ils oublient qu'au moment de la lutte armée, de la guérilla, du terrorisme, eh bien nous avons su faire notre devoir et cela reste dans l'histoire du pays. C'est bien celle-là la ligne que nous suivons, une ligne d'avancée démocratique vers le socialisme sur la base des conquêtes réalisées par la résistance. Ce n'est pas un chemin qui a été choisi par des êtres sans défense, ce n'est pas un chemin nécessairement pacifique. Pour Scavino, les mots choisis par l'une des figures les plus influentes de la droite du PCI devraient rappeler à l'historien que l'on ne peut pas citer des phrases, des articles, sans les replacer dans leur contexte. Non seulement la violence ne semblait pas constituer en soi un problème moral pour quiconque menait une activité politique et syndicale, elle était même considérée en quelque sorte comme un élément quasi physiologique des conflits sociaux, mais la lutte armée et le terrorisme ne représentaient pas non plus des tabous dont on ne pouvait pas discuter. Ils étaient tout simplement des formes d'action politique auxquelles divers partis ou mouvements avaient recours dans certaines conditions, et dont la légitimité semblait dépendre d'une évaluation pragmatique, c'est-à-dire d'une analyse concrète des situations dans lesquelles on évoluait, sans aucune particulière implication d'ordre éthique. Ce rappel ne vise pas à inscrire Giorgio Amendola ou l'ensemble du PCI dans le clan des mauvais maîtres, mais à souligner combien l'utilisation des sources doit servir, entre autres, à comprendre le contexte culturel et politique des discours de ces années. Quand l'historien cite une phrase tirée de revues, essais ou tracts de l'époque, il fait un travail important pour souligner la présence d'une culture diffuse de la violence et d'une aptitude coupable à l'usage d'un langage guerrier, mais il ne peut pas s'en tenir là. Il lui revient de contextualiser le langage guerrier de la période en posant quelques questions. Le groupe cité est-il passé de la théorie à l'action?
S'est-il doté de structures clandestines et dans l'affirmative, jusqu'à quand sont-elles restées actives? Intervenait-elle en appui à son activité publique? Ou avait-elle acquis avec le temps une autonomie opérationnelle? Des questions essentielles qu'il faut poser si l'on veut valider la thèse de la continuité de la violence politique depuis les groupes de la gauche extra-parlementaire jusqu'aux organisations de la lutte armée. Si, comme le fait Ventron, remettant au goût du jour le réquisitoire de Robert Drake vieux de 30 ans, on entend stigmatiser l'ouvriérisme de la fin des années 50, dans lequel nombre de mauvais maîtres des années 70 firent leurs premiers pas, il importe de produire des preuves concrètes. Quelles furent les structures clandestines, les projets concrets de lutte armée, les cas de violence exercés par ces théoriciens ou par des militants liés à ce milieu depuis l'époque où Raniero Pansieri commençait à développer ses réflexions sur la possibilité d'une révolution en Occident. La réduction des analyses de ces intellectuels, soucieux des transformations du capitalisme, des nouvelles configurations de classe, des perspectives révolutionnaires là où la classe ouvrière est plus forte, à l'unique thème de la violence me semble encore plus excessive que le théorème Calogero de triste mémoire. Si l'on repense à ces réflexions, il apparaît évident que l'on anticipait là certains des éléments qui sont devenus en peu de temps les piliers idéologiques des secteurs les plus radicaux de l'extrême gauche, et même de ceux qui ont choisi la lutte armée quelques années plus tard. En premier lieu, il fallait éviter à n'importe quel prix que le PCI se transforme en un parti réformiste et que naisse en Italie une démocratie parlementaire accomplie. Il fallait ensuite créer un parti révolutionnaire en mesure de démanteler le système par l'augmentation progressive des luttes, y compris par l'emploi de la violence ouverte. À ces deux principes, il faut en ajouter un troisième qui est, à mon avis, fondamental. La conviction que l'attente de conditions internationales favorables à une insurrection dans la péninsule était au fond un signe d'opportunisme de désengagement, une façon de choisir de rêver plutôt que de faire la révolution. Certes, les mots sont toujours importants. Ceux de révolution, de guerre civile, de destruction de l'État bourgeois, de lutte armée, étaient ainsi dans l'air bien avant les années 1970, où quelques-uns commencèrent seulement à être suivis de faits. Jusque-là, ils relevaient d'une tradition historique et politique. Ils étaient criés dans les rues, écrits sur les murs, figuraient dans des articles de revues et d'essais qui se voulaient modérés. On les retrouvait au détour de chansons qui formaient le référent sonore de la gigantesque vague de rébellion portée par de millions de personnes, bien au-delà de la génération qui fut l'étincelle de la révolte. Look what's happening out in the streets. Got a revolution, got to revolution, chantait le groupe américain Jefferson Airplane en 1969, alors que des milliers de jeunes occupaient les universités et se battaient contre la guerre du Vietnam en menaçant d'importer la guerre dans leur pays. Bring the war home. Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, oh boy. 'Cause summer's here and the time is right for fighting in the street, oh boy. Lui faisaient écho les Rolling Stones de ce côté-ci de l'océan. Dans la même période, en Italie, après la bataille de Valle Giulia, Paolo Pietrangeli mit en musique l'événement où pour la première fois, les étudiants réagirent par la violence aux charges de la police. Il primo marzo si miglioramento, saremo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavan via. Entre-temps, les murs du quartier latin parisien célébraient la Révolution et les pavés des barricades, tandis qu'une poignée de leaders de la révolte publiait un ouvrage au titre explicite, Vers la guerre civile. Nous pourrions multiplier les exemples, rien que pour l'Italie, telles ces deux chansons célèbres, dont l'une évoquait une locomotive lancée comme une bombe contre l'injustice. Locomotiva, comme una cosa viva, lanciata a bomba contro l'ingiustizia, et l'autre les pensées d'un trentenaire désespéré résolu à éliminer ses ennemis en posant des bombes. Viscovero i nemici, per voi così distanti, e dopo averli uccisi, sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro, o celto un, altra scuola, son bombarolo. Mais si le vocabulaire mobilisé n'est pas anodin, et fut, dans certains cas, décisif dans le parcours de certains militants d'extrême gauche passés à la clandestinité et à la lutte armée, les dates sont essentielles en histoire. La similitude des mots en vigueur avant la naissance et la montée en puissance de la lutte armée de gauche, avec ceux de la période qui suivit est une apparence qu'il convient d'analyser. Ainsi n'importe quel historien enquêteur attentif aux mots,
aux différents groupes de guérilleros cités peut-il constater dans le journal Lotta Continua que les éditoriaux des années 1975 à 1977 sont très différents de ce que l'on y écrivait au lendemain de l'assassinat de Luigi Calabresi, en mai 1972. À cette date, le journal, sceptique envers le recours à l'assassinat politique, prenait néanmoins soin de ne pas condamner un meurtre auquel il reconnaissait un caractère justicier. L'assassinat politique n'est certainement pas l'arme décisive pour l'émancipation des masses de la domination capitaliste, de même que l'action armée n'est pas la forme décisive de la lutte de classe dans la phase que nous traversons. Mais ces considérations ne peuvent absolument pas nous conduire à déplorer le meurtre de Calabresi, une action dans laquelle les exploités reconnaissent leur propre volonté de justice. Il n'en va plus de même 5 ans plus tard, le 12 mars 1977, quand la circonspection prévaut pour traiter du meurtre, à Bologne, de Francesco Lorusso, un militant de Lotta Continua, touché dans le dos par un carabinier. Le mouvement auquel appartenait Francesco Lorusso a répondu hier à Bologne avec la clarté et la force d'un mouvement antifasciste de masse. La manifestation d'aujourd'hui à Rome, la détermination avec laquelle son caractère et son parcours ont été choisis sera une autre réponse claire. Mais il ne s'agit surtout pas du dernier acte d'une partie qui est destinée à durer. Celui qui s'imagine pouvoir éradiquer avec la répression le mouvement des étudiants fait fausse route. Et s'illusionne encore plus ceux qui, comme les dirigeants du PCI dans le communiqué honteux d'aujourd'hui sur les événements de Bologne, traînent dans la boue les camarades assassinés et les jeunes antifascistes qui se battent dans les rues. Ceux-là considèrent pouvoir tenir la classe ouvrière à l'écart de la lutte qui s'est ouverte entre le mouvement d'opposition et le gouvernement assassin d'Andreotti qui soutient la bourgeoisie réactionnaire. De la même façon, la référence à la lutte armée présente dans l'hymne de Lotta Continua n'a certainement plus le même sens en 1977, quand désormais, de nombreux groupes clandestins la mettent en œuvre que celui qu'ils pouvaient avoir 6 ans plus tôt. L'indispensable effort de contextualisation est tout aussi nécessaire pour les extrêmes droites anticommunistes, néofascistes et néo-nazis. La prose d'une grande partie de la mouvance anticommuniste italienne fut à toute la moins ambiguë quant à la possibilité d'utiliser la violence pour arrêter l'avancée du communisme. Guido Panvini, dans son livre sur les catholiques et la violence politique, l'analyse longuement. De même que pour le langage d'extrême gauche, il faut distinguer ce que différentes revues de la droite anticommuniste écrivaient au début des années 1960, en théorisant le bien-fondé de l'usage de la force dans l'hypothèse considérée comme probable de l'arrivée des communistes au gouvernement, des théories de l'attaque préventive, exposées dans des séminaires organisés par des membres de l'armée, ou dans différentes publications contemporaines des bombes anonymes et meurtrières et des tentatives de coup d'État des années 1969 à 1974. L'historien n'est pas sans savoir que la collecte de phrases qui illustrent les théories révolutionnaires pourrait être réalisée de la même manière en feuilletant des documents français, allemands ou anglais. 2 autres clés d'interprétation fréquentes méritent que l'on s'y attarde car elles admettent la nécessité de la recherche d'un événement, d'une pratique politique et d'un contexte spécifique en mesure d'annoncer la singularité des années 1970 en Italie. La première insiste sur les spécificités de l'année 1968 en Italie. Sa durée dans le temps, la radicalité des affrontements entre les extrémistes de gauche dans un pays qui abrite le plus puissant parti communiste de l'Occident, et ceux de droite, héritiers du fascisme qui a marqué l'Italie de son emprise durant 2 décennies, la participation aussi massive de fractions entières de la classe ouvrière aux mobilisations collectives, la place centrale enfin qui occupe la violence politique sur le plan théorique mais aussi pratique. La seconde érige les affrontements entre les rouges et les noirs, en entraînement à une pratique de la violence politique de nature à déshumaniser l'adversaire et à faciliter le passage à l'acte. L'hypothèse que ce travail développe est que la violence répandue entre la droite et la gauche extrême a fait plus que produire le climat dans lequel le terrorisme a mûri, elle a créé les conditions mêmes de sa naissance par le biais d'une militarisation progressive. Ces 2 interprétations ont en commun de situer dans la deuxième partie des années 1960 l'émergence de traits censés être constitutifs de l'anomalie italienne,
en opposition explicite avec les auteurs qui font de l'attentat de la place Fontana du 12 décembre 1969 le véritable point de départ. Nous le voyons, la théorie d'une violence ouverte contre le système s'était imposée bien avant décembre 1969, une date considérée rétrospectivement par de nombreux commentateurs comme le moment où une partie des secteurs les plus politisés de l'extrême gauche aurait décidé de s'armer pour se défendre d'un État qui, avec l'attentat de la place Fontana, semblait ne plus hésiter à pratiquer une stratégie terroriste afin de protéger les intérêts de ceux qui manœuvraient dans ses rangs. Cette thèse ne me paraît pas résister à une sérieuse analyse comparée, ainsi que nous le verrons ci-après. Les événements de 1968 en Italie ne sont pas une anomalie par rapport à ceux qui se sont produits dans les mêmes années dans d'autres pays. La longue durée des mouvements et des conflits et l'influence de l'idéologie et de l'hégémonie marxiste de type révolutionnaire ne sont nullement des caractéristiques spécifiques et uniques du cas italien. La longue année 68, de 1966 à 1978, ne dure pas plus que les 60 américaines, qui vont tout au moins de 1964 à Berkeley à 1973 avec le début du désengagement américain du Vietnam. De même, la réduction des événements français au mai parisien ou des Allemands au premier mois de l'année, jusqu'à l'attentat contre Rudi Dutschke, révèle une faible connaissance de ces mouvements sociaux et de leur capacité de durée et d'influence dans le temps. Le même constat vaut pour l'implication de strates sociales autres que le milieu étudiant et pour les conflits de rue, les manifestations violentes, la résistance face à la police, les pratiques à la limite de la légalité, occupation, piquets de grève, autoréduction, ou encore pour la prose incendiaire des brochures, des tracts, des affiches. En revanche, il ne fait aucun doute que la confrontation sanglante entre extrémistes de gauche et de droite a été une particularité nationale que l'on ne retrouve pas avec la même intensité dans d'autres pays européens. Cependant, une question reste ouverte. La pratique de la violence qui devient dans certaines situations presque quotidienne, la négation de la légitimité même de l'existence de l'adversaire, l'absolutisation de l'ennemi se diffuse-t-elle en même temps que naît une nouvelle gauche caractérisée par une forte composante étudiante ? Ou bien, au contraire, ces pratiques et représentations se diffusent-elles après qu'un autre événement ait signalé bien plus fortement la singularité de la situation italienne ? En d'autres termes, est-il correct comme le fait Panvini d'identifier l'affrontement ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.